Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Dans cette deuxième vidéo, on va mettre en application ce qu'on a vu dans la première concernant les bilans d'entropie. On va en faire un bilan d'entropie sur un système, une transformation particulière qui est la détente de Joule-Gay-Lussac. Donc cette détente dans le vide qui est un peu un test pour savoir si un gaz peut être considéré comme parfait et en particulier s'il suit la première loi de Joule. Donc la première loi de Joule, c'est celle qui nous dit que l'énergie interne ne dépend que de la température. Alors regardons un petit peu ça, on va d'abord redécrire très rapidement ce qu'est la détente de Joule-Gay-Lussac et ensuite on se lance dans le bilan d'entropie et je vais en profiter pour donner une méthode générale qui sera tout le temps vraie dès que tu as un gaz parfait et que tu dois faire des bilans d'entropie. On va voir plusieurs méthodes, plus ou moins rapides, plus ou moins efficaces, mais aussi avec plus ou moins de physique dedans. Et on va voir que parfois pour être très rapide, il y a un petit peu moins de physique. Si on veut faire vraiment en détail la physique, ça prend un petit peu plus de temps. On va faire les deux. Alors, regardons ce qu'est la détente de Joule-Gay-Lussac. Donc, initialement, on a du gaz dans un compartiment de volume V1 à la pression P0, la température T0. Donc, si on suppose que le gaz est parfait, on peut lui appliquer l'équation d'état des gaz parfaits. Et le tout est calorifugé. À l'instant T égale 0, on ouvre le robinet dans une enceinte qui était initialement vide. Et donc, on voit que le gaz va se répartir dans les deux, ce qui vient qu'à la fin, nos N-mol vont être répartis dans les deux compartiments. Alors, on peut appliquer le premier principe à ce système, donc au gaz, à ces N-mol de gaz. Et donc, la variation d'énergie interne, c'est la somme du travail et du transfert thermique algébriquement reçu par le gaz. En fait, il n'y a aucun travail, aucun transfert thermique, c'est une détente dans le vide, le tout est calorifugé. Donc la détente de Joule-Gay-Lussac, c'est une détente à énergie interne constante et elle est, on va le voir, irréversible. On le voit dès le début, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on voit tout de suite si une transformation est irréversible. On a une inhomogénéité de concentration, de densité particulière de molécules, de gaz, d'air. Et donc, le gaz va se répandre jusqu'à ce qu'on atteigne un état d'équilibre. C'est forcément irréversible. Jamais on a vu du gaz contenu dans un coin de la pièce s'échapper, se concentrer dans un autre coin de la pièce, heureusement pour nous. Donc voilà, c'est irréversible. Le film à l'envers est absurde. La flèche du temps nous indique clairement qu'on tend vers une homogénéisation de la concentration et c'est ce que va nous confirmer l'application concrète du second principe. Cette transformation, il va y avoir une entropie créée. On va même voir qu'il y a une variation d'entropie de l'univers. Donc, détente de Joule-Gay-Lussac, variation d'énergie interne nulle. Le premier principe s'applique à un gaz réel, un gaz parfait de la même manière. Simplement, si on applique l'équation d'état du gaz parfait, c'est qu'on suppose déjà que le gaz est parfait. Donc, si le gaz est parfait, on peut lui appliquer la première loi de Joule. Donc, la variation d'énergie interne ne dépend que de la température. Et donc, delta T est nul. Donc, la température finale est égale à la température initiale. Le volume final sera égal à la somme des deux volumes. Et donc, on pourrait en déduire la pression finale. Donc, la pression finale, P, facteur de V1 plus V2 égale NR T0. Bien sûr, elle est plus petite que la pression initiale. Donc, si un gaz il est parfait, il suit la première loi de Joule. À ce moment-là, la température finale sera égale à la température initiale. Évidemment, ce n'est pas vrai. Je crois que dans une autre vidéo sur le premier principe, j'ai donné une expression de l'énergie interne qui dépend de la température et du volume, qui est beaucoup plus réaliste pour un gaz réel. Et on voit qu'il y a une diminution de température. Mais bon, imaginons que le gaz soit très dilué et que cette diminution soit très faible. Donc le gaz est presque parfait et donc la variation de température est nulle. Et donc nous maintenant, on veut faire un bilan d'entropie. Alors, la méthode générale, comme je l'ai dit, c'est d'énoncer le second principe. La variation d'entropie au cours de la transformation, c'est l'entropie échangée plus l'entropie créée. Attention, l'entropie échangée et l'entropie créée ne sont pas des fonctions d'état. D'ailleurs, on va le voir ici, parce qu'on va pouvoir imaginer une transformation réversible pour aller du même état initial au même état final. Mais la transformation réelle ici est irréversible. La variation d'entropie ne dépend que de l'état initial et que de l'état final, mais l'entropie échangée et l'entropie créée dépendent de la nature, réversible ou pas, de la transformation. L'entropie créée est strictement positive si la transformation est irréversible, elle est nulle si la transformation est réversible. Alors regardons un petit peu tout ça.
Donc, allez, j'avais dit la dernière fois qu'on a un peu le choix sur l'ordre dans lequel on évalue, soit delta S, soit SE. Je vais peut-être évaluer SE d'abord, parce que franchement, c'est élémentaire ici. Donc, c'est le transfert thermique sur la température extérieure qu'on n'a même pas précisé, puisqu'ici, la transformation étant adiabatique, Q est nul, donc l'entropie échangée est nulle. Donc, on voit tout de suite que delta S va être égal à l'entropie créée. Alors, le plus intéressant, évidemment, dans ce calcul, c'est delta S. Comment on va faire pour calculer delta S? La méthode la plus efficace, bien qu'elle soit sortie des derniers programmes, elle le redeviendra peut-être, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'identité thermodynamique ou la première identité thermodynamique, donc que tu connais peut-être. du est égal à TdS moins PdV. Alors, pour retrouver cette expression, tu sais que la variation d'énergie interne ne dépend pas de la nature de la transformation entre deux états, même s'ils sont très proches. Donc tu peux imaginer, même si ce n'est pas le cas, un transfert thermique réversible et un travail réversible. Et donc un transfert thermique réversible, c'est TdS, d'après l'énoncé du second principe sous forme infinitésimale. Donc si tu imagines une transformation réversible, je vais mettre des primes parce que là c'est fictif, donc l'entropie créée serait nulle, donc tu vois que delta Q réversible sur T, alors normalement c'est la température de la source, mais si la transformation est réversible, la température de la source c'est obligatoirement aussi celle du système, parce que c'est la seule façon de faire un échange thermique réversible, donc tu vois que delta Q réversible est égal à TdS, et puis P delta W réversible, c'est moins PdV, où P est également la pression du système. Donc, cette identité thermodynamique, on la démontre dans le cas d'une transformation réversible élémentaire fictive. Et une fois qu'on l'a démontré de cette manière-là, comme c'est une relation entre paramètres d'état, entre fonctions d'état, on peut quelque part oublier la façon dont on l'a démontré. Et donc, c'est une relation qui sera toujours vraie, que la transformation soit réversible ou pas. Par contre, on ne pourra plus identifier TdS à delta Q de façon générale ou moins PDV à delta W de façon générale, en particulier si la transformation réelle est irréversible. Donc ça s'appelle l'identité thermodynamique et c'est extrêmement commode. Donc d'ailleurs, on le verra pas seulement pour les gaz parfaits, donc, mais pour les fluides, donc à deux paramètres ou même parfois pour les solides. du sur T plus P sur T dV. Et donc là, maintenant, on va écrire des choses spécifiques au gaz parfait. Hein, donc c'est important qu'on voit à quel moment on écrit des choses spécifiques au gaz parfait. Donc du c'est N CV dt, CV c'est R sur gamma moins 1, la capacité thermique molaire à volume constant. P sur T d'après l'équation d'état, c'est NR sur V, un PV égale NRT, donc ça fait NR dV sur V. Et donc, si on veut calculer la variation d'entropie entre deux états, on peut donc intégrer cette variation élémentaire d'entropie. Donc ce sont les éléments différentiels qui vont nous indiquer les variables d'intégration. Donc voilà, on voit que c'est une méthode extrêmement rapide pour trouver la variation d'entropie. Donc, la formule générale, alors évidemment, hein, ne sais pas ça par cœur, tu peux le retrouver très facilement en refaisant la démarche que je viens de faire. Donc, log 2, alors c'est peut-être pas V2, c'est V1 plus V2, c'est V final, hein, V final sur V1. Et donc, comme ici, la température initiale est égale à la température finale, eh bien, on peut éliminer ce terme et donc il va nous rester uniquement NR logarithme donc de V final, c'est-à-dire V1 plus V2 sur V1. Ce qui est dans le log est plus grand que 1, donc ça c'est strictement positif. Et oui, on va le voir, hein, que c'est aussi l'entropie créée, mais ne bousculons pas les choses. Alors, là j'en étais donc à expliquer comment tu peux calculer, c'est la méthode la plus efficace, c'est celle que j'ai donnée en première, mais on va voir que ce n'est pas la plus physique, directement à partir de l'identité thermodynamique, la variation d'entropie.
Alors comme j'aime le dire, cette relation, elle a deux petites sœurs. Ici, tu vois que l'énoncé du premier principe nous amène naturellement à exprimer l'entropie en fonction de la température et le volume. Il existe, alors ce n'est pas toujours le plus commode. Des fois, dans l'état initial et dans l'état final, plutôt que de connaître bien température et volume, on préférerait température et pression ou volume et pression. Bon, ici, c'était commode d'utiliser la température, puisqu'on voit que c'est la température qui est un paramètre commun entre l'état initial et l'état final. Le volume va changer, la pression va changer. Donc, choisir comme paramètre le volume et la pression, ça aurait été un peu maladroit. On aurait pu prendre pression-température ou température-volume. Ça, ce sont des choix intéressants. Et le choix température-volume, il nous est un peu tombé tout cuit dans le bec. Alors, quelles sont les deux autres formules, les deux autres relations entre ds si tu veux changer les variables? Alors, regardons un petit peu ça. On va utiliser ce qu'on appelle la différentielle logarithmique de l'équation d'état du gaz parfait. Donc, on va écrire l'équation d'état et on va prendre le log. Donc, pour un système fermé. Et on va différencier ça. Donc, ça va faire dp sur p plus dv sur v. Donc, différencier, c'est presque dérivé, pas tout à fait, hein. Donc, dp sur p plus dv sur v égale dt sur t. La quantité de matière étant fixée, la dérivée de ce truc-là pour un système fermé est nulle. Et donc, tu vois qu'avec ça, tu peux t'amuser à reprendre, alors le mieux c'est de partir de là, à remplacer dt sur t, si tu voulais par exemple éliminer la température, en dp sur p plus dv sur v. Et ensuite, tu peux factoriser dv sur v. Et donc, tu vas obtenir ds est égal à nr sur gamma moins 1, donc dp sur p plus. Donc après, on peut réduire au même dénominateur. On va récupérer la capacité thermique à pression constante, la capacité molaire, gamma r sur gamma moins 1, après réduction au même dénominateur, fois dv sur v. Tu peux aussi t'amuser à éliminer le volume. Donc là, à ce moment-là, il faut remplacer dv sur v par dt sur t moins dp sur p. Et donc, tu obtiendras ds est égal à nr sur gamma moins 1, donc à moins nr sur gamma moins 1 dp sur p plus n gamma r sur gamma moins 1 dt sur t, donc moins n cv dp sur p plus n cp molaire dt sur t. Et donc de la même manière, tu peux intégrer ça entre deux états, ça va s'intégrer avec deux logs, donc avec des formules tout à fait analogues. Alors évidemment ici c'est inutile, c'est redondant, mais voilà, ça peut être intéressant. Tu peux aussi changer le couple des variables. Par exemple, quand tu as appliqué cette première formule avec T et V, si tu veux en fonction des pressions, tu peux attendre aussi d'avoir intégré pour remplacer. Ici, on voit que comme la température est constante, le produit PV reste constant. Hein, donc, volume final sur volume initial, c'est aussi pression initiale sur pression finale. Voilà, on peut attendre aussi d'avoir intégré pour le faire. Alors, on a calculé la variation d'entropie, mais très sincèrement, on ne voit pas trop quelles sont éventuellement les transformations réversibles associées qui peuvent nous permettre d'aller du même état initial au même état final. Et en ça, quelque part, la physique n'est pas là. C'est-à-dire que c'est assez formel, elle est sous-entendue. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est bien que ce ne soit pas vraiment indispensable, te montrer comment tu peux expliciter ce qui est sous-entendu dans ces trois formules, ce qui est sous-entendu comme transformation réversible pour aller du même état initial au même état final. Alors, j'ai réécrit ici nos trois petites formules. Donc, l'entropie en fonction de T et V, l'entropie en fonction de P et V, l'entropie en fonction de P et T. Et on a un petit peu le choix, donc quand on veut calculer une variation d'entropie pour un gaz parfait, d'utiliser l'une de ces trois formules. Et donc, comme je voudrais maintenant te le montrer, en réalité, quand on utilise et qu'on intègre une de ces trois formules entre un état initial et un état final, comme on le fait ici,
on imagine implicitement une transformation réversible associée et c'est ça qui physiquement est quand même intéressant et joli. Alors on va regarder dans un diagramme de Clapeyron, donc pression en fonction du volume, on va essayer de placer l'état initial, l'état final. Donc le volume initial, il était par exemple ici, V1, le volume final il est là, V1 plus V2, et en réalité on est sur la même isotherme. Alors une isotherme, je te rappelle que P égale nRT sur V, c'est un arc d'hyperbole, hein, Y égale K sur X. Donc la pression initiale, elle était là, c'était P0. La pression finale, elle est là. Et c'est P1. Mais attention, c'est pas parce qu'on a dessiné l'isotherme que la transformation réelle est sur l'isotherme. En réalité, elle n'y est pas, puisque c'est une transformation irréversible et que l'isotherme, elle, c'est une transformation réversible. Alors justement, comment pourrait-on passer réversiblement de l'état 1 à l'état 2, de l'état initial à l'état final? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme transformation et en quoi ces transformations fictives seraient associées aux différentes formules qui sont là? Alors, prenons par exemple la première formule qu'on a appliquée directement en l'intégrant tout à l'heure. Donc, regarde un petit peu. Si on fait dt égale, ou plutôt d'abord, dv égale 0. Ça, c'est quoi comme transformation? Une transformation telle que dv égale 0. C'est-à-dire pas de variation de volume, c'est une transformation isochore. Donc, quand on intègre ce terme-là, en réalité, tout seul, c'est qu'on imagine une transformation isochore entre deux températures. Quand on fait dt égale 0, eh bien, en fait, on est sur une isotherme. Donc, quand on intègre uniquement ce terme-là, ça veut dire qu'on l'intègre sur une isotherme. Et c'est ce qu'on fait ici. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, voilà, qu'on se balade sur l'isotherme. Alors, comment réaliser une transformation isotherme réversible? Eh bien, il faudrait mettre, plutôt que d'ouvrir brutalement le robinet et de laisser le gaz s'étendre dans le compartiment 2, on va imaginer qu'on a un piston et qu'on tire doucement ce piston de manière à réaliser ce qu'on appelle une détente isotherme réversible et qu'on est en contact avec un thermostat à la température T0. Donc ça, c'est une détente très lente, réversible, isotherme du gaz parfait. On peut revenir en sens inverse à tout instant et repousser le piston vers la gauche. Donc on voit que c'est réversible. Une variation infinitésimale des paramètres extérieurs permet de revenir en arrière. Et donc finalement, quand on a intégré tout à l'heure delta S en disant que c'était NR log de V final, donc on a intégré uniquement ce terme-là, donc on sous-entendait que dt était nul, eh bien on a travaillé implicitement sur la transformation fictive isotherme réversible associée. Donc on peut expliquer comment physiquement on peut faire avec l'histoire de ce piston qu'on tire tout doucement. Et on voit que c'est quand même plus physique, simplement que d'intégrer les yeux fermés l'identité thermodynamique. Regardons un petit peu les autres formules. Si par exemple, je dis que dp est nul, alors il me reste l'autre terme. dp est nul, c'est une isobare. Et ensuite, je vais faire dv égale à 0. Ça, c'est une isochore. Alors, je pourrais imaginer au départ, par exemple, une isobare, comme ça, jusqu'à ce volume-là, et ensuite, une isochore. Et donc, je vais du même état initial au même état final. Et donc, la variation d'entropie, ici, ce serait nr sur gamma moins 1, logarithme, donc, sur l'isobare. Donc, je vais de V1 à V1 plus V2, plus, cette fois-ci, l'isochore, nr sur gamma moins 1, logarithme, donc, de P1 sur P0. Et donc, voilà la variation d'entropie. J'aurais pu imaginer d'ailleurs de le faire dans le sens inverse. D'abord, l'isochore, puis l'isobare. Donc là, on intervertit les deux termes, mais ça revient strictement au même. Donc là, dans le diagramme de Clapeyron, on voit bien le chemin réversible suivi et la variation d'entropie qui ne dépend pas du chemin suivi. Ensuite, celle-là, eh bien, comme la température initiale est égale à la température finale, eh bien, on voit qu'on peut intégrer directement donc, sur l'isotherme. Et donc, dt sur t est nul. Et comme on l'a expliqué
avec l'histoire du produit PV qui se conserve, on va retomber sur le même calcul. Évidemment, là, on a l'impression que ce n'est pas la même chose, mais si on remplace le lien entre P et V, on va reconstituer la formule qui est au-dessus. Donc là, on voit qu'effectivement, cette formule-là, ici, était vraiment mal choisie. Hein, il faut choisir plutôt celle-là, la première ou la dernière, puisque c'est la température qui se conserve dans l'état initial, dans l'état final. Donc là, c'est à toi de choisir la bonne formule, en particulier en regardant éventuellement s'il y a un paramètre commun entre l'état initial et l'état final. Donc voilà comment, de manière générale, tu peux, entre deux états quelconques, donc mettons deux états quelconques qui seraient ni sur des isobars, des isothermes ou des isocores, donc en utilisant la première formule, eh bien, tu peux d'abord, par exemple, aller sur une isotherme et puis après sur une isocore, ou d'abord sur une isocore puis sur l'isotherme qui passe par le point final. Donc là, tu utiliserais la première formule, ou tu peux d'abord aller sur une isobar puis rejoindre l'isocore, ou d'abord l'isocore puis l'isobar. Donc ça, ce sera la deuxième formule, ou tu peux d'abord aller sur l'isobar puis rejoindre l'isotherme. Allez, je triche un peu. Voilà, ouais, c'est pas très beau, mais voilà. Donc ça, ce serait la dernière formule. Voilà, etc. Donc en fait, il y a des transformations réversibles, fictives, associées, sous-entendues derrière l'utilisation de l'identité thermodynamique, et c'est surtout cette idée très physique que je voulais souligner dans cette vidéo. Bien sûr, si tu es en concours, si tu es en examen, tu n'as pas forcément le temps d'expliquer tout ça, tu peux le dire, le suggérer très rapidement, mais voilà, mais en tout cas, c'est là. Et donc, on va conclure notre bilan d'entropie en calculant l'entropie créée. Alors ici, bien sûr, donc la méthode générale, c'est par soustraction. L'entropie échangée est nulle, donc ici, l'entropie créée, c'est la variation d'entropie, donc qui est strictement positive, et bien sûr c'est lié à l'irréversibilité, aux inhomogénéités de concentration. C'était évident dès le début, mais on l'a quantifié en calculant cette variation d'entropie et cette entropie créée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné quelques idées supplémentaires, surtout t'a aidé à être très efficace pour faire les bilans d'entropie et puis aussi à dégager la physique qui est derrière. On se retrouve dans une autre vidéo, notamment pour parler des bilans d'entropie pour les phases condensées, puis pour le changement d'état, puis pour parler de la signification microscopique de l'entropie sur des systèmes ouverts, des bilans d'entropie sur les systèmes ouverts. Il y a encore tout un tas de sujets qu'on peut aborder sur le second principe. Alors à très bientôt sur Learning Physics.